Notre justice française est-elle complaisante à l'égard des délinquants? Dans un contexte de montée de la violence, le sentiment d'insécurité des citoyens est devenu insoutenable. Pour comprendre réellement ce qu'il en est, nous allons démêler le vrai du faux en brisant les idées reçues et en pointant là où ça fait mal. Préparez-vous à découvrir les vérités, les dysfonctionnements et les lobbies qui se cachent derrière notre système judiciaire. Bienvenue sur Ça coule de source. Ravi de vous retrouver comme toujours. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour cela, je vais vous poser une question. Quand vous voyez ce genre d'image, vous êtes-vous demandé si notre système judiciaire était malade ou laxiste? Si la réponse est oui, eh bien vous n'êtes pas seul, car 81% des Français pensent comme vous. Mais pour savoir si ce sentiment quasi collectif est réel, nous allons analyser les rouages de notre système judiciaire. Et je dois dire que nous avons eu des surprises, mais aussi des déconvenues. Pour savoir de quoi on parle, rien de mieux que des chiffres. Et sur Ça coule de source, on adore les chiffres. Et là, premier constat. La justice française est à la traîne. Dans un classement mondial qui analyse le fonctionnement global des systèmes judiciaires, la France se retrouve à la 17e place derrière la Belgique et devant le Chili. Ah, je vous vois venir. Vous allez me dire que 17e sur 102 pays, ce n'est pas si mal. Eh bien, en tant que 7e puissance mondiale, on pourrait s'attendre à mieux, non? Bon, nous sommes 17e, mais sur le critère de l'efficacité de traitement des dossiers, par exemple. Peut-être que l'on se démarque. Et là encore, des illusions. Et les idées reçues se confirment. Observez cette carte réalisée par la Commission européenne. Voyez comment la France, matérialisée en rose, se démarque négativement par rapport aux pays voisins en bleu. On y apprend que la France a une durée des procédures civiles et commerciales plus élevée que la moyenne. Et c'est un euphémisme de le dire car le temps d'attente pour avoir un jugement est presque 3 fois plus long que la normale. Au lieu des 237 jours évalués, nous devons attendre 637. Bon, la justice fonctionne mal. Elle met plus de temps, du coup, il est légitime de se dire qu'elle met moins les gens en prison. Ah, première surprise. Nous allons casser une idée reçue. Non, les juges incarcèrent plus que par le passé. Et l'idée d'un laxisme s'éloigne un petit peu plus. En effet, le nombre de personnes incarcérées a augmenté de manière significative au cours des dernières décennies. En 2023, la durée moyenne de détention a presque doublé par rapport à il y a une vingtaine d'années, passant à plus de 10 mois. On voit comment, depuis 2015, que ce soit les condamnés, détenus ou prévenus, tous sont en augmentation. Nous avons déjà un élément intéressant. Cela nous confirme bien que les peines prononcées sont à la hausse, mais le problème, c'est que les exécutions sont trop tardives. On condamne plus, mais on n'applique pas, ou mal, les décisions. Et c'est une des raisons qui pousse 81% des Français à juger la justice comme trop laxiste. Rassurez-vous, les délinquants l'ont bien compris aussi. Ont-ils peur d'être incarcérés en cas de récidive? Si l'on croit ce graphique, la réponse est non. Regardez comment, depuis 30 ans, le taux de récidive ne cesse d'augmenter aussi bien pour les délits que pour les crimes. Par contre, le chiffre suivant risque de vous faire bondir. Et c'est une des raisons qui donne ce sentiment d'impunité aux délinquants. Depuis 2004, 41% des personnes condamnées à de la prison ne mettent jamais les pieds en prison. La faute à des politiques de gauche et d'extrême gauche, et parfois de droite aussi, qui poussent à des aménagements de peine automatiques pour éviter de surcharger les prisons. Par exemple à Nantes, un jeune homme qui avait traîné au sol un policier à bord d'une voiture volée a été condamné à 35 heures de travaux d'intérêt général. Nous avons découvert avec l'équipe de Ça coule de source qu'il existe un décalage flagrant entre la réalité des peines prononcées et les peines maximales possibles. Je vais vous donner un exemple. 90% des peines pour transport de stupéfiants sont comprises entre 0 et 4 ans de prison. Sauf que le maximum possible est de 10 ans. Sacrée différence. Les délits, eux, représentent en moyenne seulement 8% du maximum prévu par le code pénal, contre 45% pour les crimes. Bon, le constat se passe de commentaires. En même temps, si les peines prononcées étaient alignées sur les peines maximales, cela coûterait cher, très très cher. On parle d'investissements compris entre 60 et 100 milliards d'euros. Alors tout ceci, mis bout à bout, participe à faire naître chez les citoyens un sentiment fort de laxisme envers les fauteurs de troubles. Mais nous ne pouvons pas pointer que le système judiciaire dans cette affaire.
Il y a un élément, et c'est celui-ci qui amplifie et déforme notre perception, c'est l'influence des médias. Car oui, mesdames et messieurs, les médias, dans leur ensemble, influencent significativement les décisions de justice. Qu'est-ce qui me permet de l'affirmer? Eh bien, l'étude IPP, qui date quand même de 2016, montrait déjà comment les médias avaient un impact réel. Ils ont découvert que chaque reportage policier diffusé dans les journaux du soir augmente de 24 jours la durée de la peine prononcée le lendemain, devant les cours d'assises. A l'inverse, chaque reportage sur des erreurs judiciaires réduit les peines d'assises du lendemain de 37 jours en moyenne. Donc, oui, l'opinion publique est clairement influencée par la couverture médiatique. Mais surtout, ne pensez pas que les citoyens lambda soient les seuls concernés. Non, les juges et les politiques ne peuvent échapper à l'emballement médiatique. Souvenez-vous de l'affaire Jacqueline Sauvage, où une femme condamnée pour le meurtre de son mari violent avait obtenu une grâce présidentielle après une forte mobilisation de l'opinion publique. Les médias avaient raconté ses 40 ans de violence conjugale où son mari violait ses filles. Cela fait naître une vague de soutien sur les réseaux sociaux. Sous cette pression, François Hollande, alors président à l'époque, avait accordé une grâce totale. Nous ne sommes pas là pour juger dans un sens ou dans l'autre cette affaire, non. Ce qui nous intéresse spécifiquement, c'est la capacité des médias à mobiliser et à influencer l'opinion publique, les médias eux-mêmes et la sphère politique. Dans le cas présent, c'est un renversement total de la situation. L'avènement des réseaux sociaux amplifie le phénomène. L'affaire Pogba en est le parfait exemple. Souvenez-vous du feuilleton que cela a engendré. Ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba. Quand je fais mon travail, la femme est venue. Il y en a beaucoup de choses comme ça. Les marabouts, ils évitent même le suicide. Du chantage, de la sorcellerie, une trahison familiale, un cocktail explosif. Difficile pour la justice de démêler le vrai du faux. La clé de voûte de la justice repose, plus que jamais, sur l'obtention de la bonne information. Sauf que le contexte est de plus en plus difficile. L'affaire est souvent déjà échouée avant même qu'un procès ne soit tenu. Les médias ont fait sauter le secret de l'instruction et la présomption d'innocence. Alors pourquoi? Parce qu'il faut aller vite. Les médias sont devenus des entreprises économiques qui cherchent à faire de l'audience. Et plus les sujets exciteront la curiosité des lecteurs ou des spectateurs, plus ils seront mis en avant. Le temps judiciaire s'est donc aligné sur le temps médiatique. Même si le ministre Dupond-Moretti avait déclaré lors de sa prise de fonction « La justice ne se rend pas dans la rue, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias ». Eh bien, force est de constater que c'est de plus en plus le cas. Virginie Gautron, maîtresse de conférences en droit pénal, apporte un élément crucial. Elle a démontré que lorsque des personnes sont mises en situation de juger une affaire concrète, leurs positions tendent à se nuancer. Grâce aux détails de l'affaire, le sentiment de laxisme s'envoler soudain. En effet, en prenant en compte les motivations des auteurs, leur histoire personnelle et les circonstances des faits, les choses changent. Du coup, les citoyens sont moins sévères et préfèrent des sanctions individualisées. Donc, je le redis, l'important est d'avoir la bonne information. Comment sortir de cette impasse et restaurer la confiance du public? Deux mots, équité et transparence. Équité car aujourd'hui, le système est trop complexe et saturé. Afin d'éviter la surcharge des prisons, on tente d'adapter les peines, ce qui rompt avec le principe d'une justice équitable. Et même lorsque les sentences tombent, les exécutions se font tardivement, voire pas du tout, comme nous l'avons vu. Nous pourrions nous inspirer du modèle des Pays-Bas qui punit rapidement mais avec des sanctions courtes. L'objectif est d'agir dès le premier fait grave et limiter les sursis. Cette méthode a fait ses preuves puisqu'ils ont fait quand même chuter la criminalité de moitié en 15 ans. Le deuxième mot, c'est transparence. Nous avons besoin de comprendre ce qui se passe dans les prétoires. Et les nouvelles technologies peuvent être un des moyens d'y parvenir rapidement. En 2017, un plan de transformation numérique a été lancé pour rattraper le retard considérable que nous avions. Mais quand vous regardez cette carte, sur un indice de 10, nous sommes à peine à 6, alors que les pays matérialisés en bleu foncé, comme l'Allemagne ou l'Espagne, sont à 8 ou 9. Finalement, que ce soit la justice, les citoyens ou les médias, nous constatons une quête de la facilité qui s'opère. Ce qui fait que tout va de travers et le sentiment d'impunité des délinquants n'en est que plus fort. Alors oui, il y a un laxisme
mais il n'est pas imputable entièrement à la justice. En fin de compte, il nous faut réaffirmer les valeurs fondamentales de justice et de vérité pour que tout un chacun puisse avoir confiance en l'impartialité des décisions. Le rôle des médias de leur côté est de servir la vérité et non le sensationnalisme. Il est peut-être temps de bâtir à nouveau une société où la justice n'est pas seulement une institution, mais une véritable vertu collective. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres.